je me suis rendu compte que les entrepreneurs, c'est un peu des saumons qui remontent le courant, quoi. Et c'est dur. Et puis tu peux te faire bouffer par un ours à chaque détour du courant. Et souvent les entrepreneurs français c'est très difficile de créer sa start-up et qui décident d'aller aux États-Unis, ils ont l'impression d'avoir déjà un peu remonté le courant. Ils ont souvent fait des écoles qui sont très élitistes, donc ils ont le sentiment d'être des saumons et ils arrivent dans la Silicon Valley, ils se rendent compte qu'en fait, non, il faut encore remonter le courant et c'est encore plus difficile. L'erreur que souvent les gens font, c'est de dire j'arrive aux États-Unis, moi je ne veux pas entendre parler des Français et je veux m'intégrer aux Américains. D'abord, c'est quoi les Américains ? C'est très compliqué à définir. Ils ont cette volonté de s'intégrer dans la société américaine. Or, la société américaine n'est pas faite pour ça. Donc il faut au contraire trouver sa propre communauté, faire grandir sa communauté. Et c'est parce que ta communauté est forte qu'elle va tout d'un coup se mettre à échanger, à faire du commerce avec les autres communautés adjacentes. Et donc ton rôle, c'est d'aller comprendre qui était ta communauté. Je pense que la différence culturelle entre l'Europe et la Silicon Valley est telle que l'adaptation au modèle de la Silicon Valley a ses règles, parce que c'est un écosystème qui a énormément de règles, très rigides en fait. Et si tu n'adoptes pas ces règles-là de la Silicon Valley, si tu n'es pas dans le moule de la Silicon Valley, ça ne marche pas. Et ça met du temps. Moi, personnellement, j'ai mis 5 à 6 ans à comprendre que je ne savais pas et que je ne comprenais pas la Silicon Valley. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Daphne qui met en lumière les membres de notre communauté, de notre réseau. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pell. Salut Pell. Salut Sophie. Et nous recevons une personne qui nous vient tout droit de SF. Carlos, tu es, je cite, repeat entrepreneur, pre-seed investor, podcaster, blog writer, bread maker et guitar player. Ça, c'est ta bio LinkedIn. Ouais. Et hello Carlos. Est-ce que maintenant, je peux te laisser la parole pour que tu te présentes un peu plus en détail ? Oui, je suis avant tout entrepreneur. Le reste après, c'est pour choquer le bourgeois. Mais non, je suis avant tout entrepreneur. J'ai commencé ma carrière il y a un petit bout de temps. J'ai créé ma première start-up en 97, qui était une agence digitale qui s'appelait Imakina, qui est rentrée en bourse en 2006. J'ai quitté après l'introduction en bourse pour créer le premier éditeur de logiciels en SaaS en France. Je sais, ça fait vraiment très vieux con, quoi, en fait, ça, mais c'est vrai, quoi. Ça s'appelait Blue Kiwi Software, avec qui j'avais de l'argent, avec Sophie Nova, qui faisait à l'époque de la tech, quoi. Franck Delorme. Exactement. Moi, c'était avec Olivier Protard, qui était un partenaire absolument incroyable, qui a complètement changé de vie. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu juge à Bordeaux. Wow. Il a changé de carrière complètement. Et c'était un mec absolument incroyable. Il avait fait Voilà, il avait fait Parrot, des super deals. C'était un très très bon investisseur. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, on le salue. Et c'est avec cette boîte, Blue Kiwi Software, que je suis parti dans la Silicon Valley en 2010. Là, mes investisseurs français, qui étaient Sophie Nova et Dassault Systèmes, ont eu un petit peu peur des États-Unis et surtout du prix que ça coûtait. Et on a décidé de revendre la boîte en 2012 à Atos. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer à ce moment-là, j'ai décidé de rester. Ça m'a coûté quand même un peu de pognon. C'était le seul Français qui a réussi à vendre une boîte à un Français. À C'est Thierry fort, Breton. Exactement. Et c'était à l'époque où il avait tout ce projet zéro email, etc. Blue Kiwi Software, ça faisait de la social collaboration. C'était une sorte de Slack avant Slack, en fait, en 2006. Et il avait besoin de software pour alimenter sa vision. Après, donc, je suis resté parce que ça faisait que 2 ans que j'étais dans la Silicon Valley et j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire j'ai remonté une start-up, cette fois avec des Américains, des investisseurs américains, dans le domaine du mobile gaming. Et je me suis dit, j'ai fait un IPO, j'ai fait une M&A, maintenant je suis à San Francisco, donc je suis le prochain Mark Zuckerberg, et je me suis planté.
Et, et on dit toujours l'échec, c'est génial, t'apprends plein de choses. Ça fait aussi très mal. Et je me suis planté parce que j'ai compris et je sais. Tu l'as fait à l'envers en plus. J'ai fait Généralement, complètement à l'envers. on commence par se tromper et après on réussit. Et un jour, un journaliste m'a dit en fait, t'es parti dans la Silicon Valley pour te planter parce que c'est mieux de se planter dans la Silicon Valley qu'en France. Alors, à l'époque, c'était vrai, mais maintenant, on peut se c'était planter. Pas très sympa, mais c'était à l'époque peut-être ce qui m'avait dit ça. Et en fait, je me suis planté pour quand on plante une start-up, il y a plein de raisons, il n'y a jamais une seule raison. Mais je pense qu'une des raisons, c'est que j'ai essayé d'être une version de moi-même, une meilleure version européenne de moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'étais en Europe en tant qu'entrepreneur, je pense que j'ai été 10 fois meilleur que ce que j'étais en Europe, sauf que ça marche pas et que quand tu as la mauvaise stratégie et une super exécution, tu vas dans le mur plus vite, quoi. C'est ça ce qui se passe généralement. Et donc j'ai dû entreprendre un reboot complet et comprendre quelles étaient les différences entre le modèle entrepreneurial. On va y venir. Voilà. C'est ça qui... Et j'ai fait ce boulot-là. J'ai dit plus jamais de start-up. Donc là, je me suis mis à faire de l'investissement. J'ai fait une centaine d'investissements en tant que business angels avec The Refiner, Géraldine, Pierre Gobil. Et aujourd'hui, j'ai mon propre rolling fund sur la plateforme AngelList où j'ai fait une 40aine d'investissements. Et je viens de relancer une start-up parce que je peux pas m'empêcher quand même de faire ça parce que je trouve que toute cette logique de Web3, de décentralisation est quelque chose d'absolument nécessaire pour la société parce qu'aujourd'hui Internet est détenu par 4-5 boîtes et essentiellement de la Silicon Valley et qu'on a besoin de reprendre le contrôle de l'Internet pour revenir peut-être à ce Web 1 que moi j'ai connu en 96-97 et c'est ça ce qui m'anime aujourd'hui avec Uncut qui est mon projet de réseau social décentralisé. Et tu investis plutôt en Europe ou uniquement aux US ? Alors j'ai une thèse très particulière, c'est que j'investis uniquement dans des entrepreneurs européens déjà basés aux États-Unis. Okay. Avec The Refiners, on a essayé de faire venir des entrepreneurs européens aux États-Unis à travers un programme d'accélération. Je pense que cette thèse est très très compliquée, on pourra en parler si tu veux, Pelle. Vas-y. Hein. Voilà. Et en tout cas, je ne suis pas certain j'ai fait 57 investissements et je me suis rendu compte que les entrepreneurs, c'est un peu des saumons qui remontent le courant, quoi. Et c'est dur. Et puis, tu peux te faire bouffer par un ours à chaque détour du courant. Et souvent, les entrepreneurs français c'est très difficile de créer sa start-up et qui décident d'aller aux États-Unis, ils ont l'impression d'avoir déjà un peu remonté le courant. Ils ont souvent fait des écoles qui sont très élitistes. Donc, ils ont le sentiment d'être des saumons et ils arrivent dans la Silicon Valley, ils se rendent compte qu'en fait, non, il faut encore remonter le courant et c'est encore plus difficile. Enfin, toi, tu as accompagné des boîtes qui étaient relativement jeunes. Très jeunes. Voilà, donc elles n'avaient pas encore prouvé obligatoirement sur leur marché domestique. Elles allaient avec le rêve américain et peut-être un peu de naïveté, ou t'en tires quel bilan finalement ? Je pense que la différence culturelle entre l'Europe et la Silicon Valley est telle que l'adaptation au modèle de la Silicon Valley a ses règles, parce que c'est un écosystème qui a énormément de règles, très rigides en fait. Et si tu n'adoptes pas ces règles-là de la Silicon Valley, si tu n'es pas dans le moule de la Silicon Valley, ça marche pas. Et ça met du temps. Moi, personnellement, j'ai mis 5 à 6 ans à comprendre que je ne savais pas et que je ne comprenais pas la Silicon Valley. Mais est-ce que tout ne s'articule pas autour du capital humain ? Parce que finalement, on investit dans des boîtes dont l'enjeu principal repose sur les talents. Est-ce que quand tu débarques à San Francisco, que tu es un jeune entrepreneur, tu es en capacité d'attirer ces meilleurs profils ? Parce que pour être honnête, un ricain qui est bon, il a quand même intérêt à aller dans une boîte qui a la même culture et qui va dérouler suivant les règles domestiques. Ouais. Quel est son intérêt à aller dans une boîte jeune ? Aucune. Et est-ce que toi, quand tu as monté ta boîte, tu as réussi à attirer ces talents-là, ou ça faisait partie d'une des raisons de l'échec que tu décrivais ? Je pense que tu as absolument raison. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays qui est très nationaliste. Et ça ne fait rêver personne aux États-Unis d'aller bosser pour une start-up européenne ou française. Ou les mauvais. Enfin, moi, je te dis ça parce que généralement, on a un énorme problème de recrutement de talent. Et comme souvent, l'enjeu, il est autour des sales.
On a des chasseurs de primes qui prennent des énormes salaires mais qui finalement ne délivrent pas, quoi. Alors, tu as absolument raison et j'ai une solution pour ça, après plusieurs années là-dessus dont je peux vous parler. Donc effectivement, moi-même j'ai fait ces erreurs. Quelles sont les erreurs ? Première erreur, c'est de dire je vais recruter un Américain. Et comme tu dis, ça ne fait grosso modo un Américain qui rentrerait dans une start-up française. Il rentre le soir à la maison, il dit à son partenaire j'ai trouvé une super start-up, j'ai bossé, c'est une start-up française. Et son partenaire va lui dire you're such a loser that you didn't find a startup in the US, that you have to work for a European startup. Donc il y a vraiment c'est un peu brutal ce que je dis, mais il y a vraiment ça. Et les Français, pour eux, pour les gens dans la Silicon Valley, on fait des sacs à main, du rouge à lèvres, c'est ça. Mais c'est la vision actuelle ou tu parles au passé ? Mais non, mais quand même, je caricature, c'est un peu mon genre, mais il y a quand même un peu, de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas attendu sur ce sujet-là. Les Américains, ils mettent les gens un peu dans des cases. Alors, il y a bien évidemment des contre-exemples, mais très très peu, hein, et la France est un tout petit pays, hein, vu de là-bas, hein, très honnêtement. D'ailleurs, ils ne parlent jamais de la France, ils parlent de l'Europe. Hein, ils sont beaucoup plus européens que nous. Hein, ils nous voient plus comme un continent européen que comme un pays, la France. Donc, quand tu vas effectivement essayer de recruter un Américain, il y a de grandes chances que tu recrutes un second tier ou un third tier. Et qui t'impressionne parce qu'ils parlent anglais, et puis et puis aussi parce qu'ils sont très très bons à se vendre, ils savent se pitcher, ils ont été éduqués comme ça, donc généralement effectivement tu vas pas recruter le first tier parce que le first tier il va bosser pour des boîtes américaines qui ont mis en place aussi un modèle qui va l'incentiver avec du stock option, ils savent attirer ces stars. Donc ça, c'est la première erreur que généralement tu fais. La deuxième erreur que tu fais, c'est d'envoyer ton meilleur lieutenant français aux États-Unis qui arrive un petit peu comme un conquistador et qui va se faire piquer par les moustiques et qui a de grandes chances de revenir avec une gastro au bout de quelques mois parce que et le alors, climat... Quelle est ta recommandation sur Alors ma recommandation, c'est... Pour pas avoir de gastro en rentrant. Ma recommandation, c'est des belles images qui nous viennent là, c'est super. Voilà, très malade quoi. Et ma recommandation, c'est d'essayer de trouver ce que j'appelle des hybrides, des métis, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une génération de gens qui ont bossé dans la tech, qui sont dans la Silicon Valley depuis plus de 5 ans, et qui sont des Européens, qui savent ce que toi tu ne sais pas, et avec qui tu vas pouvoir communiquer, qui sont sur le même modèle culturel, mais qui connaissent aussi parfaitement le modèle culturel de la Silicon Valley. Et il y en a beaucoup. Il faut aller chercher, qui sont pas forcément français. Toute personne européenne a le même modèle culturel que nous. On a quand même une... Beaucoup sont rentrés, non ? Est-ce que tu confirmes ? Parce que finalement, quand on allait dans la vallée il y a quelques années et maintenant, tu as toute une communauté qui s'est rapatriée, d'abord à Londres d'ailleurs, et puis qui est revenue en France. T'es un peu le dernier ou vous êtes encore, des... Parce que finalement, vous vivez entre vous, ça reste quand même très communautaire. Très communautaire. Ouais. Donc, est-ce que tu as encore des amis ou tu es obligé d'élargir à d'autres D'abord, il y a plein de jeunes qui arrivent, de nouvelles générations qui arrivent régulièrement. San Francisco et la Silicon Valley en général, c'est quand même c'est une terre d'accueil. C'est-à-dire que le système est organisé pour faire venir du monde. Maintenant, c'est aussi une terre qui est absolument brutale, c'est-à-dire que tu viens, mais tu viens pas en touriste. Si t'as pas un projet et si ça ne marche pas, tu n'as pas la possibilité de rester. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés soit parce que leur projet n'a pas fonctionné, ou soit parce que leur projet a énormément fonctionné et que fiscalement, il est quelquefois intéressant de rentrer en Europe, surtout ces dernières années. Parce que ce n'est pas un paradis fiscal, hein, la Silicon Valley. Hein. L'imposition y est très élevée. Et donc voilà. Donc il y a du passage. Moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis là-bas. Je dois être à ma 4e vague. C'est-à-dire que je vois passer des gens et des gens repartir. Quelle est la vague actuelle ? Alors ça, c'est intéressant. Plus jeune, tu dis ? Plus jeune. Beaucoup plus jeune. Il y a des secteurs de prédilection ou ça reste assez agnostique ? On a vu beaucoup de gens arriver il y a quelques années sur cette vague Web3, crypto, décentralisation. Ils sont à Lisbonne maintenant. Ils sont à Lisbonne peut-être, alors ok, mais moi j'en vois pas mal. Ouais. J'en vois pas mal dans la Silicon Valley sur ce sujet-là. Là, il y a clairement une vague autour de l'artificial intelligence, ça c'est clair, qui est en train d'arriver. Et là, je suis certain qu'on va voir une vague autour du metaverse et de la réalité augmentée arriver. Ouais. C'est Hollywood, hein, la Silicon Valley. Hein.
On fait des films avec des dinosaures et si tu as un scénario avec un dinosaure, il faut aller à Hollywood. Hein. Si en ce moment Hollywood fait des films avec des dinosaures, c'est là que ça se passe. Ouais. Donc on a été la deuxième raison. Il y en a d'autres ou on a fait le tour après? La deuxième raison d'échec. Donc, on parlait du recrutement, c'est-à-dire de ça. Et je pense que la deuxième raison, c'est... la troisième raison, c'est peut-être aussi ne pas comprendre le game. Je pense que les entrepreneurs français et européens, souvent, ils sont très attachés à leurs produits, à ce qu'ils essayent de développer. Et justement, on dit que c'est Hollywood... it's a fucking game, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai compris au bout de 13 ans que c'est presque un shit show, quoi. C'est-à-dire que ils font des startups comme Hollywood fait des films. Est-ce que Hollywood fait les meilleurs films du monde? Non. Mais c'est les films qui marchent le mieux et qui sont des blockbusters internationaux. Pas toujours, d'ailleurs. Est-ce que la Silicon Valley fait des startups qui réussissent mieux que des autres écosystèmes? Non. Mais quand elles réussissent plus vite. Et elles réussissent de façon beaucoup plus importante qu'ailleurs. Tu vois, c'est important de rappeler que notre modèle repose sur des échecs. Parce que finalement, pendant les 5-6 dernières années, comme il y avait une abondance de moyens financiers, les startups ont réussi à se refinancer. Là, on rentre dans une période qui va être plus délicate. Ouais. Et il faut juste qu'on comprenne tous que c'est normal. Ça fait partie du modèle à un moment donné que des sociétés disparaissent. Et il faut l'accepter et ne pas pour autant remettre en cause les fondamentaux de l'écosystème qui sont super bons. C'est-à-dire que la tech, elle a vocation à se développer. Si on parle à la limite, je te laisse parler parce que si c'est moi qui parle, c'est mais on est dans la dynamique schumpeterienne où ça fait partie du jeu, qu'il y en ait qui disparaissent et d'autres qui se développent et qui prennent la place après d'incumbent. C'est un autre sujet, mais c'est le modèle. Et le modèle de perf, il est bâti là-dessus aussi, quoi. Absolument. C'est-à-dire que, et ça, la Silicon Valley a très bien compris, c'est un numbers game. C'est pour ça d'ailleurs que l'écosystème est organisé pour qu'un maximum de gens y viennent. Et qu'on sait très bien que 95% des startups vont mourir. Et que si toi, en tant qu'investisseur, tu arrives à améliorer ce ratio, ne serait-ce que tu as 80% de pertes plutôt que 95% du marché, c'est déjà énorme, quoi. C'est-à-dire que, donc voilà. Et donc, et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans la Silicon Valley. Je sais que les choses sont en train de changer aussi en Europe et ici en France. Je pense que le gros talent de la Silicon Valley, c'est d'être en capacité à recycler les morts. C'est ça leur vrai talent. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de recyclage permanent des talents. Ça marche pas, c'est pas grave, quelqu'un va te tendre la main et tu vas rejoindre notre équipe, etc. Si on en venait justement aux différences culturelles qui subsistent, parce que comme nous, on est lucide, mais on a quand même un peu d'orgueil, donc on a le sentiment que les écarts entre l'écosystème américain de manière générale et européen se réduisent. Oui. Mais tu es là pour nous démontrer le contraire ou pour confirmer. Quel est ton sentiment? Parce que finalement, s'il y a un marché qui est normalement en avance sur d'autres industries, c'est celui de la tech. Ouais. Donc c'est celui où ces écarts doivent se réduire le plus rapidement possible. Tu confirmes ou pas? Si on prend notre propre exemple et ce qu'on observe dans les startups, tu rentrais encore dans une boîte il y a 5 ans, c'est vrai que tu avais 99% de Français et donc l'internationalisation des entreprises était compliquée. Nous, on a recruté un Brésilien, une Anglaise, un Américain. Et si on l'a pu le faire et avec des talents first year, c'est parce que y a plein d'étrangers qui sont sur le marché et ce foisonnement, on le retrouve dans les startups, dans les grands groupes, chez des gens comme nous. Donc ça participe de cette réduction des écarts culturels en termes d'ambition, d'internationalisation, etc. T'es d'accord ou pas? Et t'as le droit de ne pas être d'accord. Finalement, c'est toi qui as la vision des deux mondes. Non, mais donc, quelles sont les différences qui subsistent de ton point de vue, s'il y en a? D'abord, je pense que la Silicon Valley, c'est avant tout avant d'être un lieu, c'est avant tout un mindset, quoi. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Donc, c'est un modèle culturel. D'ailleurs, politiquement, c'est très intéressant. Donc, ce modèle-là, il s'impose partout. C'est-à-dire que c'est le modèle qui
qui se développe sur les autres écosystèmes. Donc c'est normal que l'écart culturel se réduise parce que ça fait partie du projet politique de la Silicon Valley. C'est-à-dire d'imposer leur modèle culturel, les accélérateurs, le modèle de VC, le modèle de start-up, les campus, les machins, etc. Tout ça, c'est le modèle qu'a fabriqué, a conçu la Silicon Valley, un peu comme encore une fois Hollywood, hein. Avec le cinéma, c'est exactement le même modèle. Et donc, ce modèle, il devient la référence, et les écosystèmes s'en emparent un peu comme un playbook, hein, et l'adoptent, et l'adaptent aussi à leurs principes culturels à eux. Mais il reste quand même c'est un modèle qui est finalement assez rigide. Ça fait plusieurs fois que tu parles de rigidité, tiens, c'est intéressant. Oui, parce que je pense que... C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des cases, il faut suivre un protocole. Qu'est-ce que tu entends par rigidité ? Parce qu'il y a effectivement des règles, des codes dans la Silicon Valley qui sont compliqués à comprendre de prime abord. Quand on arrive dans la Silicon Valley, on se dit, bon, ok, parce que l'écosystème tech en France, il a énormément évolué. Moi, depuis que je suis parti, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis parti en 2010 et quand on regarde aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir, et plutôt dans le bon sens. Hein. Je trouve qu'il y a eu... c'est génial hein, ce qui s'est passé. Mais quand on arrive dans la Silicon Valley, on se dit, bah, finalement, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai l'habitude de voir chez moi. Et la différence culturelle, elle est complètement invisible. Quand tu vas au Japon, tu arrives à l'aéroport, tu comprends tout de suite que tu n'es pas chez toi, la musique n'est pas la même, les gens ne sont pas habillés pareil, on ne mange pas la même chose. Donc, dès le deuxième jour, tu es en train de t'adapter. Et dans la Silicon Valley, tu ne vois pas tout de suite cette différence-là, qui est compliquée à comprendre. Et tu peux mettre des années avant de la comprendre et de comprendre les codes qui régissent en fait la Silicon Valley, avec aussi une forme... il y a des courants dans la Silicon Valley, il y a un modèle politique qui est le modèle entrepreneurial d'entreprise, c'est la structure de pensée politique de la Silicon Valley, et tout est régi finalement par cet écosystème et par ce modèle politique qui est très entrepreneurial. Et donc ces codes-là, si on les respecte pas, bah, on est en marge, mais personne va te le dire, personne va te le faire remarquer, et donc tu es complètement en décalage sans t'en apercevoir. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui débarque ? Alors par exemple, quand on débarque là-bas, nous, Français, on a un modèle c'est le modèle d'intégration, c'est-à-dire que quand des étrangers... Toi et Sophie, c'est le Limoujo. En plus, en plus nous, on est Limoujo avec Sophie. Oh là là. C'est-à-dire on a... Moi, je suis grenoblois, donc c'est pour ça que je me permets cette remarque totalement déplacée. Elle veut pas qu'on dise qu'elle est de Limoges. Mais, je suis pas née là-bas. Elle n'est pas née là-bas, elle se revendique comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas née avec un chromosome de gauche. Mais moi, je suis né là-bas. Non, tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Les conseils... Ah oui, en France, on a un modèle d'intégration. C'est-à-dire que quand on est étranger et qu'on arrive en France, le modèle qu'on a, c'est un modèle d'intégration. La République, elle est une et indivisible. Et si on adopte les codes et les valeurs de la République, alors à ce moment-là, on est un enfant de la République, mais il faut se conformer aux valeurs de la République. Et donc, on demande aux gens qui viennent de l'étranger de s'intégrer à la société française, etc., etc. Et souvent, les Français qui arrivent aux États-Unis ont ce modèle culturel en tête. Ce modèle, il ne marche pas du tout aux États-Unis. Il n'y a pas de modèle d'intégration. Ce sont des communautés qui vivent les unes à côté des autres. D'ailleurs, quand un noir se marie avec une blanche, Spike Lee en fait un film de 2h30 et on trouve ça absolument incroyable. En fait, c'est spectaculaire pour les Américains. Donc les communautés sont des communautés très marquées les unes, pas simplement d'ailleurs des communautés raciales ou religieuses. Communauté, c'est à peu près n'importe quoi aux États-Unis. Donc, l'erreur que souvent les gens font, c'est de dire j'arrive aux États-Unis, moi je ne veux pas entendre parler des Français et je veux m'intégrer aux Américains. D'abord, c'est quoi les Américains ? C'est très compliqué à définir. Ils ont cette volonté de s'intégrer dans la société américaine. Or, la société américaine n'est pas faite pour ça. Donc, il faut au contraire trouver sa propre communauté, faire grandir sa communauté. Et c'est parce que ta communauté est forte qu'elle va tout d'un coup se mettre à échanger, à faire du commerce avec les autres communautés adjacentes. Et donc, ton rôle, c'est d'aller comprendre qui était ta communauté. Je vous donne un exemple. Tu le connais peut-être, Vincent Diallo. Oui, bien sûr.
Je sais pas si on peut le dire, mais on est proche. Ouais. D'accord, ok. Enfin, on a un nouveau fonds et on a des. Super. On échange pas mal de deal flow. Ouais. Et c'est un mec super. Et donc, il est black. Ok, il arrive dans la Silicon Valley. Il m'expliquait, d'ailleurs, je l'avais eu dans un de mes podcasts où il expliquait qu'il s'était finalement, il s'est rendu compte qu'il était noir en arrivant un petit peu dans la Silicon Valley parce qu'on lui avait fait énormément remarquer ça. Et lui, il voulait s'intégrer dans la communauté des VC. Et on lui avait dit, mais très gentiment, on lui avait dit, mais tu sais, il y a une communauté de black VC dans la Silicon Valley. Tu devrais y aller. Et il disait, mais moi, je me résume pas à ça. Et il a essayé de résister un petit peu à ça. Et au final, il est rentré dans cette communauté de Black VC. Et cette communauté, elle grandit, elle a de plus en plus d'influence. Et c'est par cette appartenance à ça. Ça, pour les Français, c'est très, très compliqué à comprendre, à assumer aussi. Et encore une fois, c'est pas de dire il faut que j'aille rejoindre ma communauté de Français à San Francisco. Et d'ailleurs, cette communauté, elle ne grenouille pas forcément autour de la French Tech et du consulat français. C'est pas forcément là que vous allez trouver votre communauté. Mais donc il y a ce modèle communautaire qui est très très important. Ben ça peut prendre des années à comprendre ça. Parce que tu es dans ton modèle d'intégration et que tu cherches à te faire des copains américains. Moi, ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis. Je ne travaille qu'avec des Américains. Parce que j'aime travailler avec des Américains, mais dans mon cercle social et intime, il n'y a pas d'Américains. Il n'y a que des Européens ou des gens du monde entier, mais pas d'Américains. J'ai pas d'amis. Super important ce que tu dis. Finalement, tu viens de me faire prendre conscience et de formaliser et de verbaliser un truc qui est évident. Tu vois, quand tu fais des études aux États-Unis, finalement, c'est la même chose. Les Ricains sont ensemble. Ouais. Et puis les Latins sont ensemble. Ouais. Donc, tu peux avoir des amis vénézuéliens, portugais et français, mais finalement, c'est très difficile de s'intégrer au sein de leur propre communauté. Hein. C'est très très compliqué, surtout si justement tu n'as pas fait les études là-bas, parce que les Américains généralement créent leur amitié à l'université. Est-ce qu'ils ont des amis, les Américains ? C'est une bonne question. Pas beaucoup. Et ils sont des amis essentiellement d'ailleurs lors de leurs études, qui gardent... mais je pense, tu sais, c'est pour ça aussi que les Américains sont ont cet esprit entrepreneurial très très fort. Parce que ce sont des gens qui... un Américain me disait ça, on fait nos études à 600 km de chez nous, à 700 km de chez nous, on s'en va, on est complètement coupé de Limoges ou de nos parents, etc. Donc on est très libre de prendre des risques. Parce qu'on n'a pas le jugement social de nos proches ou de notre quartier, de nos collègues, etc. On va à Berkeley. Je viens du fin fond du Minnesota. Je suis à Berkeley. J'arrive dans un écosystème. Je connais personne, donc je peux prendre des risques. Je vais pas être jugé par personne, et je suis loin de chez moi. Et donc, je pense qu'ils se débarrassent énormément de tout un tas voilà, ça aussi, c'est une énorme différence. On a face à nous des gens qui sont eux-mêmes déracinés. On les croit américains, mais en fait, ils viennent du fin fond du Midwest et ils sont aussi étrangers que nous dans la Silicon Valley. Et la Californie, c'est quand même un État très particulier, même pour les Américains. Avec un état d'esprit. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de reproduction des élites de ce fait-là. Tu confirmes ou pas ? Parce que nous, on est quand même encore dans un système où la reproduction reste la norme. Ouais. Non, c'est intéressant. Et je voulais juste rebondir sur une chose qui n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un renouvellement au niveau des VC ? Tu vois, il y a eu toute la vague au moment où Andreessen s'est lancé. Parce que finalement, Andreessen, c'est un fonds qui est assez récent. Qui a réussi à s'imposer avec une rapidité déconcertante. Et qui a inspiré, je pense, plein de fonds. Dans le modèle. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles que tu commences à observer, ou c'est un marché qui s'est finalement assez peu... réinventé. Il y a eu beaucoup de nouveaux fonds qui se sont montés. Ouais. Dans la phase euphorique, on a vu beaucoup de partenaires. Il y a tous les micro-fonds là en ce moment. Voilà, créer des micro-fonds. Moi-même, j'ai créé un rolling fund sur AngelList qui a complètement softwareisé qu'en fait la création d'un fonds. C'est juste hallucinant. On n'a pas ce truc-là pour des raisons réglementaires en France, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire d'être fonds as a service, quoi. C'est-à-dire que tu peux te mettre à opérer avec un fonds à la sec et sans avoir à gérer du middle office, du back office ou quoi que ce soit, juste en faisant du deal flow et ça, c'est assez hallucinant. Et donc, il y a beaucoup de micro-fonds avec des thèses très, très verticales qui se sont créés,
qui d'ailleurs performent plutôt mieux que les gros fonds. Quand on regarde les résultats des gros fonds aujourd'hui, Sequoia aujourd'hui, c'est pas la joie, quoi. En fait, les 5 derniers fonds n'arrivent pas à faire des returns. De quel fonds tu parles? De Sequoia. Sequoia. Ouais. Non, c'est pas une performance absolument incroyable. Je pense que les fonds, il y a eu des méga fonds qui ont énormément grandi, et puis des micro-fonds qui se sont créés, qui eux fonctionnent plutôt bien, avec une nouvelle génération de VC qui est très experte, très on a vu des gens comme Alexis Ohanian, par exemple, le fondateur de Reddit, qui crée un fonds hyper spécifique, hyper vertical, avec des general partners très médiatiques. Parce que je pense que là aussi, par exemple, la Silicon Valley, un des facteurs de succès de la Silicon Valley, c'est la proximité entre la tech et les médias. Dès qu'ils font une tech, elle n'est pas meilleure que nous, mais elle est immédiatement connectée à l'appareil médiatique mondial, TechCrunch, machin, voire CNN et tous les médias. Et donc ça prend une amplitude, c'est-à-dire qu'ils ont cette conjonction. Andreessen, tu parlais d'Andreessen. Ils se définissent comme une media company. Exactement. Et c'est pas voilà. Donc il y a cette proximité entre la technologie et les médias, l'amplification immédiate en fait de n'importe quelle technologie, avec aussi un storytelling autour de l'entrepreneur. Et les VC, eux, sont aussi des appareils médiatiques. Vous faites ce podcast, etc. Et vous avez raison de le faire parce que vos entrepreneurs, ils ont besoin de cette amplification. Mais eux, ils ont un appareil d'amplification dans la Silicon Valley qui est juste hallucinant. On a eu là le Generative AI qui est arrivé un peu de manière super rapide et avec toute l'attraction qu'on a connue. Quelle est la prochaine vague de ton point de vue? Là, depuis la semaine dernière, avec les annonces de Apple, je pense qu'on va... Ouais, t'y crois? Ouais. Ah oui, j'y crois fondamentalement. Je pense que là, c'est un appel d'air absolument incroyable pour les entrepreneurs qui ont pensé le metaverse, même si c'est pas du tout le nom qu'ils utilisent. Et on connaît Apple dans sa capacité à utiliser son propre vocabulaire et à réinventer une catégorie qui existe déjà et la faire sienne et la commoditiser. Et je pense que les applications, ce qu'ils nous ont montré, c'est essentiellement des usages sur leurs apps, mais je pense que les développeurs vont se mettre à développer des choses incroyables sur cet appareil. Ils vont faire le même coup qu'avec l'iPhone. L'iPhone, c'est l'écosystème de développeurs. C'est aussi ce qu'on a dans la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on a un écosystème de développeurs. Les bons investisseurs dans la Silicon Valley, leur benchmark, ce qu'ils regardent, c'est GitHub. Ils regardent où les développeurs sont en train de committer du code. Ils ont le nez dans GitHub à longueur de journée pour follow the developers. Tu suis... voilà, donc les développeurs ont commité énormément de code sur la blockchain, la crypto, etc. De plus en plus sur les AI. Et ils vont regarder de très près, est-ce que ces mêmes développeurs, parce que le bassin il est quand même assez limité, même s'il est très gros dans la Silicon Valley, où est-ce que se déplace le code? Et l'argent suit le code. Et l'argent suit les développeurs. Je pense qu'on va voir des développeurs s'intéresser à ce sujet-là, parce qu'il y a une capacité de porter cette technologie sur le marché à travers Apple qui est colossale, qui est déjà démontrée, on l'a vu avec l'iPhone. Et sujet un peu moins joyeux, mais tu disais en off que tu avais vécu déjà 4 crises. Et tu peux nous dire quelques mots sur l'actuelle? Ouais. Moi, j'ai vécu des crises d'abord ici en Europe. Et c'est ma première crise que je vis en direct de la Silicon Valley. C'est très, très intéressant parce que... 2014, c'était pas brillant non plus. C'était pas brillant, mais... Les vintage 2013, 2014, ou 15, 14, je pense, sont catastrophiques. Mais elle est sans commune mesure avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tu peux nous la décrire aux US? De la crise d'aujourd'hui? Ouais, parce que je pense qu'elle est assez différente de ce qu'on observe pour l'instant. Alors, en France, en tout cas, ce qu'on dit. Mon analyse de la crise, c'est que on était dans une phase d'euphorie. D'ailleurs, certains pensaient qu'on était dans les 30 glorieuses depuis 2007-2008, avec une euphorie sur le sujet de la tech, un argent qui était disponible et qui coûtait pas beaucoup. L'argent était gratuit et donc on était dans cette phase euphorique.
Puis est arrivé le Covid. Et finalement, il a eu un effet d'aubaine pour la technologie, parce qu'on a eu besoin d'énormément de technologie, et les entreprises ont vu leur valorisation se multiplier, et les VC ont dit à leur LP, regardez, c'est formidable, finalement, la crise, elle nous nourrit, et le monde est en train de changer. Et puis, on est revenu à la vie normale, et on s'est rendu compte que, non, les gens, ils ont repris une activité un petit peu normale, et que la tech... dont on avait véritablement besoin pendant la pandémie, les gens l'ont un petit peu délaissé. Et là, tout d'un coup, il y a eu des phénomènes aussi financiers qui ont fait que les valorisations se sont cassées la gueule, la bourse aussi s'est cassée la gueule, et là, c'est devenu beaucoup plus problématique parce que les VC ont dû dire à leur LP, alors que ça faisait 2-3 ans qu'ils leur disaient « Regardez, c'est formidable, to the moon », et c'est vrai aussi dans la crypto, là, non, finalement, là, c'est plus vraiment le cas, etc., etc. Je pense aussi que... Et là, la tech aussi s'est mise à licencier beaucoup de monde. Il faut comprendre une chose, c'est que les boîtes de la Silicon Valley, elles ont de la data. Et donc, je pense qu'elles ont fait énormément de prospectives, elles savent ce qui va arriver en termes d'économie. Et donc, c'est pas qu'elles avaient besoin de licencier, mais c'est qu'elles ont compris par la data et par l'analyse de la data le monde dans lequel on est en train d'aller. Et que, à la différence d'autres industries qui n'ont pas forcément cette data, elles ont anticipé une crise, et elles l'ont peut-être d'ailleurs alimentée et fabriquée. Et puis, il y a eu Elon Musk qui a racheté Twitter et qui a viré pratiquement la moitié de l'effectif, et tout le monde a dit « Twitter va mourir », et en fait, non, Twitter n'est pas mort. Et donc ça, tout le monde s'est dit « Mais peut-être qu'on a du gras chez nous », et on a peut-être trop engraissé le mammouth, et que nous aussi, on va faire comme Musk, qui a une vraie capacité d'entraînement. Et on va aussi licencier, parce qu'il y a cette crise qui arrive, on a la data qui le montre. Et puis regarde, Musk a démontré qu'on pouvait réduire de moitié les effectifs sans que non plus il se passe quelque chose d'incroyable. On est dans cette phase-là, avec des VC qui ont du mal à convaincre leur LP. Moi, j'entends dire aussi pas mal de VC, donc à partir de mai 2022, on a eu ça, 350 000 licenciements dans la tech en espace de 1 an. C'est beaucoup de monde, hein. Alors, on est revenu à des niveaux pré-Covid en termes d'effectifs, parce qu'on avait beaucoup recruté pendant la période du Covid, parce que les boîtes avaient surperformé à la fois en termes de croissance, mais aussi en termes de valorisation. On est revenu à une phase de pré-Covid. Et on a aujourd'hui des VC qui, depuis mai 2022, ont dû changer de narratif avec leur LP, compte tenu de cette crise-là qui a lieu. Et moi, j'entends pas mal de VC dire... Ils ne sont pas arrivés à reconvaincre leur LP, parce que aussi le monde il a changé depuis, et qu'il y a une frilosité, et qui sont en train de dire ok, on va rendre l'argent aux VC, alors qu'ils avaient levé des gros fonds. Rendre au LP. Rendre de l'argent aux LP. Ce qu'on a connu, c'était les LP dans les années 2007-2008, qui recollectent, qui demandaient à ce que ça décollecte. Redonner l'argent aux LP pour repartir sur une nouvelle thèse avec les mêmes LP et recréer un autre fonds. Ça, c'est pas un truc, ce stop, change, start. C'est pas un truc qu'on fait en 6 mois. Donc, ça a commencé en mai 2022. Il y a eu ce stop en mai 2022. Ça a pris 1 an, je pense. On est aujourd'hui là. Il y a un changement en ce moment de thèse sur des sujets et de thèses aussi sur des stages de start-up. Il y a des fonds qui repartent en amont du courant pour recréer un portefeuille from scratch et recommencer ensuite derrière. Ça va prendre 3 ans. Donc, mai 2022. Je pense que jusqu'à mai 2025, en fait, on ne va pas voir un retour pleine bourre comme on avait l'habitude d'avoir. Et est-ce qu'il y a un mouvement autour de la climate tech, comme on l'observe? Pas du tout. Ouais, donc je sais que ça, c'est un vrai sujet ici en Europe. Donc là, c'est une des différences dont on peut parler. Je pense que c'est pas... en tout cas, moi, je ne sens pas qu'il y a un sujet dans la Silicon Valley. Je ne vois pas une excitation particulière. Sur ce sujet-là dans la Silicon Valley. C'est intéressant parce que tu vois aujourd'hui tous les fonds. Je suis pas en train de dire que c'est pas un sujet. Je pense que c'est un sujet super important. Mais je pense que c'est très européen. Mais ce qui veut dire qu'on a un rôle à jouer. Une vraie carte à jouer. Et on peut prendre de l'avance sur plein de sujets. Donc c'est ce qu'on a fait avec Back Market en créant une catégorie. Mais ça veut dire qu'on a l'ADN européen fait qu'on peut capitaliser dessus pour construire des champions. Pour une autre raison aussi, c'est que c'est un marché qui est très dépendant de la régulation et des États et des politiques. Et que la Silicon Valley a horreur de tout ce que je viens de dire.
Et donc l'Europe, on n'est peut-être pas les meilleurs pour innover, mais en tout cas on est les meilleurs pour réguler, bien réguler. Et je pense que les entrepreneurs, il y a une proximité qui peut se créer entre l'Europe et le monde de l'entrepreneuriat. On sait, les politiques ont appris à dialoguer avec les entrepreneurs, et les entrepreneurs, j'ai l'impression, en France, aiment bien discuter avec le politique parce qu'on a cette sensibilité politique, on a un sens politique en Europe, que dans la Silicon Valley, ils n'ont pas du tout. Plus ils sont loin de Washington et plus ils sont contents. Et les flux vers la Floride et le Texas, c'est avéré ou c'est juste un mythe qu'on cultive en Europe? Complètement anecdotique. Ah ouais? Parce que... Pour moi, ça existe, bien évidemment. Il y a des nouveaux écosystèmes, mais c'est sans commune mesure. C'est de la rigolade. Miami a essayé de faire un truc autour de la crypto et de la blockchain. Bon, bah, là, en ce moment, le marché, on est dans un bear market, donc c'est un peu wrong bet, on a envie de dire. C'est une ville qui, et Miami aussi, où il y a trop d'occasions de se divertir. Je pense qu'une raison aussi du succès de la Silicon Valley, c'est que c'est un endroit qui est très boring. Et donc, on bosse. Mais il y a du fog le matin et à 5 heures, il n'y a plus personne. Exactement. Donc les gens, ils bossent. C'est une sorte de... Moi, je compare des fois la Silicon Valley c'est un peu la Corée du Nord avec des grilles dorées. Tu vas bientôt nous faire pleurer, là. Non, mais c'est un endroit, c'est pas un endroit fun. Les gens pensent, Californie, ils pensent aux palmiers, etc. Ça, c'est LA. Il n'y a pas énormément de... C'est des nerds, c'est des intellos, c'est des techos. C'est assez boring et je pense que c'est une des raisons. Il y a la time zone, le fait de l'isolement par la time zone qui a créé une sorte de magic time avec beaucoup de collaborations locales parce que le reste de la planète dort ou s'apprête à se coucher. Mais il y a aussi un environnement qui est plutôt boring. C'est pas Paris, c'est pas Miami, c'est pas New York. Envie, donc. Non, c'est vrai. Hein, je pense que c'est un endroit génial. J'adore. Il y a beaucoup de nature et voilà. Mais donc Miami, il y a trop de fêtes. Elle est aussi pour un entrepreneur, c'est pas bon. Ou une entrepreneuse. Hein. Et que font les gens à part travailler? Pas grand-chose. Ah oui. Bon. Les gens travaillent et le peu de temps qu'ils ont, c'est aussi dans la modèle culturelle. Nous, on dit tiens, on va aller boire un café ou un truc comme ça. Les gens bossent, ils veulent bien boire un café s'il y a une raison business à le faire. Ok. Et quand ils ont du temps libre, les Américains, ce temps-là, il est passé avec la famille. Donc, si c'est pas business, alors il y a une forme de culpabilité de se dire, si c'est pas business, je devrais passer ce temps avec ma famille, avec mes enfants, des choses comme ça. Donc, ils sont toujours en train de bosser. Toujours. Il y a toujours un agenda. D'ailleurs, une question qu'on va vous poser régulièrement dans la Silicon Valley, que les Européens trouvent géniale et qui est la pire question qu'on peut vous poser, c'est « How can I help you ?» Et on se dit « Mais les Américains sont géniaux, ils veulent nous aider, ils sont très ouverts, etc. » Cette question veut dire « Je ne comprends pas le deal. » C'est c'est « How can I help you ?» C'est « What's the deal ?» C'est « Qu'est-ce que tu as besoin ?» Mais tu m'as rien demandé. Il est où le deal? Qu'est-ce que je dois faire pour toi et qu'est-ce que toi tu fais pour moi? Elle est où la transaction? Quand on vous pose cette question dans la Silicon Valley, ça veut dire que le mec est en train de se poser la question, qu'est-ce que je fous là? Tu as la traduction de Awesome and Amazing, parce que nous, on a interdit l'usage en interne. It's amazing. Right. It's awesome. It's awesome. Ça veut dire... Fais gaffe, parce que... non, mais ils ont moi, c'est un truc qui est génial, hein, c'est qu'ils ont une capacité d'émerveillement. Mais qui est réelle? Réelle. Et je pense qu'elle est pas du tout feinte. Ils sont véritablement comme ça. Ils ont envie de vivre dans un monde excitant où il y a de l'émerveillement et ils ont cette capacité à s'émerveiller. Et donc, je pense que quand on vous dit it's amazing, it's awesome, ils le pensent véritablement. Mais tout est amazing et tout est awesome parce qu'ils veulent que leur vie soit comme ça. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, effectivement, il y a une sorte d'interprétation de ça aux États-Unis où on pense que enfin on n'est pas simplement une merde sur une pelle en bois. Et souvent ça change pour des entrepreneurs qui viennent d'autres écosystèmes qui ont des fois le sentiment de ne pas être compris.
ça a beaucoup changé en France. Je ne parle pas de la France, mais il y a d'autres écosystèmes qui sont pas aussi favorables aux entrepreneurs. La France a énormément progressé là-dessus, et tant mieux. Et donc, ils arrivent dans la Silicon Valley. Enfin, on les écoute. Ils ont accès, ils ont des meetings. On leur dit que c'est amazing, que c'est exciting. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Il y a aussi je pense que les Américains ont un tel souci de la liberté que de ne pas te dire ça serait entraver ta liberté de faire. Et donc, c'est une forme d'encouragement à te dire, c'est cool ce que tu fais, c'est génial, vas-y, fonce, c'est ta liberté. Il faut vraiment que tu ailles au bout de tes rêves. Donc, on ne peut pas te dire le contraire, ça serait aller contre ta liberté, et ça, c'est fondamental. On a beaucoup parlé de la Silicon Valley, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de la Silicon Carnet? C'est mon podcast que je fais depuis 4 ans, qui est parti comme une blague et qui cartonne. Je suis toujours impressionné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de parler de la Silicon Valley sans être dans la Silicon Valley. Et puis les Américains parlent très bien de la Silicon Valley, mais ils en parlent en anglais. Et moi, j'ai essayé je suis dans la Silicon Valley, de parler de ce que je vois dans la Silicon Valley en français. Et puis aussi parce qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs dans la Silicon Valley ou de managers francophones qui ont un talent absolument incroyable, une perspective aussi, un regard sur le monde, parce que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont là-bas, qui est différente de celle qu'on a depuis ici, quelquefois. Moi, j'essaye toujours d'avoir 2 invités, d'abord un homme et une femme, si je peux, et puis avoir une vision depuis l'Europe et une vision de quelqu'un qui est installé dans la Silicon Valley depuis un petit bout de temps, et de regarder des sujets de fond ensemble, avec des visions qui des fois s'alignent et des fois s'alignent pas. Et ça marche plutôt bien. 10 000 écoutes par épisode, c'est pas mal. Hein, ouais, c'est pas mal. Comment on fait Nous, on est en apprentissage. Donne-nous des conseils. Comment fait-on pour faire un super podcast alors ? Le principal conseil que je peux vous donner, c'est d'être énorme. C'est vraiment une consistance dans la fabrication de contenu. C'est-à-dire, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous créez un rendez-vous chez les gens. Et moi, j'étais très impressionné. Les gens, ils vous calent dans leur agenda de la semaine. Et ils vous calent tel jour. Parce qu'ils vont chercher des enfants et qu'ils ont une demi-heure ou qu'ils font du sport. Moi, il y a des auditeurs qui me disent « Please, fais pas plus d'1 heure » parce que moi, c'est pendant mon séance de sport et je fais 1 heure de sport et quand tu dépasses, ça me fout en l'air mon agenda. Et donc, en fait, il faut avoir cette consistance parce que vous êtes comme un rendez-vous dans la tête des gens qui vous calent dans leur agenda, qui est déjà très busy. Et donc, si vous ne publiez pas régulièrement et qu'ils n'ont pas leur épisode cette semaine-là, ils vont aller voir ailleurs. C'est pour ça, je pense que Mathieu Stéphanie fait des épisodes de 3 heures aussi, parce que... et puis, les gens écoutent 7 heures de podcast en moyenne par semaine, ce qui est colossal. En tout cas, aux États-Unis, c'est le chiffre. Hein. Donc, en fait, vous avez 7 heures de disponibilité, et donc il faut occuper ces 7 heures-là. Si vous ne les occupez pas, quelqu'un d'autre va les occuper. Moi, je me tiens à publier toutes les semaines, à date fixe et à horaire fixe, mon épisode, qui fait toujours à peu près la même durée. Vraiment le rendez-vous, quoi. Voilà, un rendez-vous, etc., etc. Et que doivent retenir les auditeurs là, sur ce podcast? Si tu as un message en particulier, moi je retiens plein de choses. Tu vois que GitHub, finalement, c'est un peu l'outil de prospective, que les enjeux climat, même s'ils sont compris et intégrés aux US, c'est pas encore une stratégie financière à part entière, comme ça, ou une condition même pour finalement réussir à lever des fonds comme ça peut l'être en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres messages, et après toutes les différences culturelles qu'on a mentionnées? T'as d'autres messages à passer ou pas? Oui, ou d'autres trucs qui te surprennent, tu vois? Non, on parlait de la crise et que c'est la première que je vivais de l'intérieur du réacteur. La violence, et la brutalité de la crise depuis l'intérieur du réacteur est assez impressionnante. Je pense que ce que les gens, des messages que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'on est, en tout cas dans la Silicon Valley, dans un énorme reset, comme on a l'habitude d'en voir rarement. Et donc là, il y a un véritable reset, un changement de paradigme aussi sur les technologies. Il se passe quelque chose de fondamental sous la terre. C'est
peut-être un big one, parce qu'on est un pays aussi de tremblements de terre. Moi, je sens les plaques tectoniques bouger en ce moment, des cartes qui sont redistribuées, avec des modèles qui sont un peu remis en cause, et je pense que on en est au tout début en fait de ce changement-là. Si ce changement s'opère dans la Silicon Valley, que ce soit du côté des VC, des entrepreneurs, des technologies ou des big players, on l'a bien vu, hein, Google tout d'un coup s'est mis un peu en red alert quand même. Google, face à un chat GPT, des choses comme ça, ils ont très bien réagi. Et c'est quoi le dénominateur commun? C'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc il faut quand même rester... quel est le fil conducteur de cette remise en cause dont tu parles? Parce que la Silicon Valley adore ça. C'est-à-dire que la Silicon Valley c'est pas un modèle de croissance. C'est la destruction créatrice. Exactement. Okay. Et les purs, les durs de la Silicon Valley que je connais, qui sont là depuis de nombreuses années, se frottent les mains. Ils sont là en disant, mais c'est formidable, on est en train de faire un reset, donc on va pouvoir reconstruire. Il y a cette destruction créative et on est en plein dans cette destruction créative. On va voir des géants changer, des nouveaux géants apparaître. Hein. Il y a une nouvelle vague qui est très très intéressante, et que comme on est aligné avec la Silicon Valley, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je pense qu'il va falloir... on va voir aussi ce tsunami aussi toucher chez nous. Ce que je trouve très intéressant en Europe, tu parlais de la climate tech et tout ça, c'est qu'on est enfin en train de créer aussi des modèles, des sujets un peu en opposition par rapport à ça. Après, pour tempérer ce que tu dis, quand on regarde la capitalisation du Nasdaq, alors les choses évoluent, je ne sais plus à quels sont les derniers chiffres, mais sur 16 trillions de capi global, tu as 8 trillions qui reposent sur les GAFAM. Donc, il y a aussi le poids de Seattle qui n'est pas totalement neutre. Hein. Et avec Microsoft qui revient en force. Absolue. Ouais. L'heure tourne. On va peut-être se quitter là, sauf si tu as encore des petites choses à nous dire. Non, j'arrive à Paris, je suis là pour Vivatech, donc je vais rencontrer plein d'entrepreneurs. J'ai déjà commencé hier, là juste à côté de chez vous. Et on n'a pas parlé de prospective, mais si vous voulez écouter Carlos sur des sujets de prospective, n'hésitez pas à écouter le podcast que tu as fait avec Sébastien Coinon, qui était très très bien. Sur la fin du travail. Ouais. Et ça, c'est un truc qui va être très intéressant. Ouais, et donc on parlait de politique au début de la discussion. Mais tout n'est que politique. Tu crois au revenu universel ou pas? Moi, j'y crois de plus en plus. Moi, je pense que c'est une condition sine qua non. On en parlait tout à l'heure avec Il n'y a pas de risque d'oisiveté parce que, tu sais, on est quand même en France, on n'est pas aux US. Moi, je crois pas. Je pense que si vous regardez par exemple la nouvelle génération, la Gen Z, c'est une génération d'une créativité absolument incroyable, qui est une génération absolument géniale. Qui, dès qu'on leur donne des outils et du temps, ils sont d'une créativité phénoménale. Donc ils auront du temps pour créer, mais pas créer pour... des choses. Okay. C'est super, créer des entreprises, créer du contenu, créer de l'art, créer des relations. Ils sont très très forts, bien plus forts que nous. Donc il faut leur donner le temps, la capacité, les moyens de créer. Ils ont des outils qu'on n'avait pas aujourd'hui, qu'on n'avait pas à notre époque, hein, et ils savent les utiliser. Et l'être humain, c'est pas une limace qui se confond et qui dans son sofa, c'est pas vrai. On a parlé de limace, de mammouth, de saumon. Et un peu de gastro. D'ours aussi. D'ours. Et on va créer une nouvelle rubrique, ça va être la rubrique épicurienne. Le bestiaire. Quelles sont les deux adresses à aller, où il faut aller à Limoges? À Limoges, SF, tu donnes un resto à Limoges, un resto à SF et un bon sourcing de comment il s'appelle le fromage local là, de Saint-Nectaire à Limoges. Alors à Limoges, il faut aller chez Alphonse, à côté des Halles, qui a un petit resto. Sophie confirme. Vous voyez pas, bien sûr. Proche de la tête, qui est un endroit où j'aime bien aller, où là on mange du chou farci, à la bonne franquette. À la bonne franquette, et il y a un exercice que j'adore à Limoges qu'on appelle la repasse.
C'est-à-dire qu'on finit et quand arrive le dessert et qu'on vous apporte la carte des desserts, les Limougeaux disent repasse et on repart au début, on repart à l'entrée, on prend pas de dessert. Second round. Ouais, second round. Et donc ouais, c'est brutal. À San Francisco, un endroit où j'aime bien aller à San Francisco, il y a près de downtown, il y a un restaurant italien qui s'appelle Cotonia, vers Battery, qui pas très loin de Union Square. Tu sais, ça existe toujours le Battery, là, le club. Ah, le club, exact. C'est qu'on a monté la même chose à Paris, qui s'appelle We Are. Ah non, je savais. On t'en parlera hors antenne. Ok. Il y a d'autres lieux maintenant qui se sont créés. Il y a notamment à Embarcadero une communauté d'entrepreneurs dans un lieu absolument magique qui s'appelle Shack 15, SCHACK 15. Shack 15. Près de Pier 15. Ouais, exactement, près de Pier 15. Donc là, allez-y. Et puis, pour trouver du bon Saint-Nectaire ou du bon fromage en Limousin, il faut aller en Haute-Corrèze. Il faut pas rester à Limoges, il faut aller il faut aller se perdre sur le plateau de Millevaches. Ah, yes. Voilà, revenir aux sources. Beaucoup trop de balades là-bas. Mon père tous les week-ends. Allez, plateau de Millevaches. Voilà, c'est aux champignons et chercher du fromage. Merci beaucoup Carlos, c'était super intéressant. Merci pour ton temps. Merci Carlos. Merci. Et on espère que les auditeurs ont aimé, on en est à peu près sûr. À bientôt. Cool. Bye bye. Bye. Salut.